Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. 1,55 degrés Celsius, c'est le réchauffement inédit que la planète a atteint en 2024, marquant l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un dépassement qui n'est plus une menace lointaine, mais une réalité. Un échec cinglant des politiques globales, puisque faute d'ambition suffisante de la part des grands émetteurs mondiaux, la trajectoire nous mène aujourd'hui vers un réchauffement catastrophique de 2,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Après 7 années de sécheresse qui ont mis à rude épreuve notre résilience, le Maroc est confronté de plein fouet aux conséquences de cette crise planétaire. L'eau n'est plus une ressource renouvelable garantie. Elle est le miroir de notre vulnérabilité climatique. Les zones bourgs plus que jamais menacées à l'assèchement de nos barrages. La question n'est plus si nous devons nous adapter, mais comment le faire de manière efficace et juste. Alors que l'action globale est en retard avec des engagements actuels qui ne promettent qu'une réduction de 15% des émissions d'ici 2035, loin des 55% nécessaires pour l'objectif de 1,5 degré Celsius, notre capacité à nous adapter devient notre ultime ligne de défense. Comment assurer une transition juste? Quel mécanisme de financement? Et comment le Maroc peut-il, depuis son expérience, porter la voix de l'eau? Nous allons en parler ce soir avec mes invités ici présents. Je commence par ma droite, Madame Raja Chafil. Vous êtes experte internationale en changement climatique, ex-directrice générale du centre 4C Maroc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Puis à ma gauche, Monsieur Mohamed Sinan, vous êtes expert en ressources en eau et en changement climatique, professeur à l'école Hassaniya des travaux publics. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler d'un sujet aussi important. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors, on va commencer par la situation nationale. Donc, au Maroc, 7 années de sécheresse consécutive, quasiment, malgré quelques pluies l'année dernière. Comment, aujourd'hui, Madame Chafil, justement, la fréquence et l'intensité accrue de la sécheresse révèlent-elles la vulnérabilité structurelle de notre écosystème ? Oui, alors par rapport à la question de l'eau, je crois que c'est celle qui est la plus visible. Le Maroc étant l'un des pays les plus vulnérables vis-à-vis des impacts néfastes des changements climatiques. Et même par rapport aux pays africains, c'est l'un des plus vulnérables par rapport à la sécheresse. Et à l'élévation des températures, bien entendu. Alors aujourd'hui, bien sûr, comme j'ai dit, c'est l'impact le plus visible des changements climatiques, mais comme conséquence, nous savons qu'il y a quand même des impacts néfastes sur le rendement agricole, sur la santé, sur beaucoup de secteurs. Même si l'eau est la priorité pour le Maroc aujourd'hui, preuve en est que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, lui-même considère la question de l'eau comme prioritaire, que le nouveau modèle de développement également a considéré l'eau comme une question centrale, et qu'aujourd'hui, au Maroc, les politiques sont en marge pour justement parer à cette situation qui devient critique par rapport à la question de l'eau. Une situation critique, l'eau, une priorité absolue aujourd'hui dans la stratégie du Royaume du Maroc. Monsieur Sinan, quelle stratégie d'adaptation concrète aujourd'hui face justement à cette période de sécheresse prolongée? Et puis, on n'est pas devin, on ne sait pas comment la situation va évoluer. Et pour l'instant, au vu des années qui viennent, on s'attend à ce que cette sécheresse persiste, peut-être. Oui. En fait, il faut dire qu'on est un pays aride. Donc, on sait ce que c'est que la sécheresse depuis très longtemps. Donc, les autres générations ont vécu des périodes de sécheresse. Et le Maroc donc, a commencé... disons, à y travailler ou à s'y adapter depuis au moins les années 80. Donc, c'est grâce, disons, à cette vision du pays et de Sa Majesté le Roi Hassan II et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, donc, qu'une politique de l'eau a été instaurée au Maroc, notamment avec la construction des barrages et différentes infrastructures. Peut-être que nous allons
dont nous allons parler peut-être après. Et c'est grâce à tout ça que le Maroc, malgré les difficultés, malgré les sécheresses successives, de plus en plus importantes, donc heureusement, donc alhamdoulilah, aucun Marocain n'a manqué d'eau jusqu'à présent, ni de nourriture, etc., etc. Donc on récolte les fruits de cette politique, contrairement à beaucoup d'autres pays qui souffrent, que parfois même pour l'eau potable, ils ont des difficultés. Une stratégie visionnaire à long terme qui a fini par porter ses fruits. Exactement, et ça continue. Donc, mais on est tout de même en difficulté aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc on est en difficulté, mais disons, on arrive à tenir, le Maroc arrive à tenir grâce à tout ce que j'ai dit, mais aussi à d'autres infrastructures. Bon, là, j'ai parlé tout à l'heure des barrages, donc ce qu'on appelle donc, les ressources en eau ils font partie de ce qu'on appelle les ressources non conventionnelles, classiques. Mais depuis quelques années, le Maroc s'est orienté vers d'autres ressources qu'il n'exploitait pas avant, qu'il ne mobilisait pas avant, qu'on appelle donc les ressources non conventionnelles. Et de plus en plus. Donc, je ne sais pas si on parle maintenant, si on en parle maintenant ou après, comme le dessalement. Voilà. On va en parler, mais tout d'abord, puisqu'on est en train de parler de l'eau, de cette utilisation massive de l'eau aujourd'hui dans l'agriculture, certains secteurs en tout cas très demandeurs. Madame Cheffi, justement, quelles sont les cultures aujourd'hui qui sont à haute valeur ajoutée, mais à faible consommation d'eau, qu'on devrait peut-être prioriser ou s'orienter vers celle-ci, donc pour optimiser un petit peu cette ressource qui devient de plus en plus rare? Oui, c'est sûr. Peut-être parler des cultures d'abord les plus consommatrices en eau et qu'on devrait peut-être limiter ou du moins essayer de remplacer limiter au moins leur développement juste par rapport aux besoins au niveau national, parce qu'il y a des cultures, à mon sens, qu'on ne peut plus exporter, comme l'avocat par exemple, mais là j'ai lu des chiffres effarants cette semaine en disant que l'exportation de l'avocat a augmenté de je ne sais pas combien % cette année. Alors je ne sais pas si déjà un pays qui vit la sécheresse que nous vivons au Maroc peut se targuer aujourd'hui d'exporter plus d'avocats. Sachant que quand même c'est l'un des fruits les plus consommateurs en eau. Il nous aurait fallu un économiste pour nous expliquer peut-être ça c'est sûr. Il doit y avoir des retombées économiques. La culture des pastèques, aussi, on sait qu'elle est très consommatrice en eau, et donc ce sont quand même des cultures comme ça, à mon avis, il faut les réduire, du moins, comme j'ai dit, pour l'usage national et ne pas les exporter, mais bien sûr les remplacer par une exportation peut-être de cultures moins consommatrices en eau. Il y a les olives, on peut développer l'olivier. Donc l'olivier demande pas beaucoup d'eau, du moins pendant une longue période de l'année, il demande très peu d'eau. Il y a le caroubier, il y a beaucoup de cultures à haute valeur ajoutée justement, mais qui ne demandent pas beaucoup d'eau. On sait que par exemple le Maroc n'est pas encore suffisant en termes de production des huiles de table, d'huile d'olive, etc. Et je crois que nous pouvons aller vers, par exemple, même dans les terres-bourgs, par exemple, on peut aller vers le développement de l'olivier, du caroubier et d'autres, justement, cultures qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Puisque vous parlez des terres-bourgs, justement, quel est l'impact aujourd'hui socio-économique spécifique donc, de la sécheresse sur ces zones? Mais sur ces zones, ça dépend parce que, je ne sais pas, les zones bourgs, beaucoup ne sont plus du tout adaptées, en tout cas, à la culture du blé, par exemple, et de l'orge, etc. Parce qu'on a vu le déplacement des saisons. Quand on était petit, on savait que la pluie tombait tout le temps en septembre, octobre, novembre. Donc, il y avait une saison agricole
plus ou moins rythmé, plus ou moins régulé. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus quand la pluie va tomber et du coup, le fellah ne sait même plus à quelle période il doit semer. Parce que les fellahs, après plusieurs années de sécheresse, sont devenus frileux et c'est tout à fait normal, ça se comprend. Et ils se disent, même par exemple hier, on a eu quelques gouttes de pluie la nuit, on était tout contents et la semaine dernière aussi, mais le fellah n'est plus encouragé à aller investir pour labourer la terre, pour semer, etc. Alors maintenant, justement, pour les terres-bourgs... Dans ce contexte, justement, et cette incertitude, comment ou quelles mesures spécifiques sont nécessaires pour soutenir la diversification et la résilience de ces territoires et de ces zones bourgs? D'abord, en développant l'agriculture de conservation, par exemple. L'agriculture de conservation permet, dans une certaine mesure, quand même, de garder l'humidité du sol, etc. On peut faire du semi-direct, c'est-à-dire qu'on garde les déchets qui restent de la moisson de l'année dernière et on sème dessus. Ça permet de protéger les graines, etc. Il y a beaucoup de techniques, en fait, pour aider les terres-bourgs à s'adapter. Maintenant, la question, peut-on transformer toutes les terres-bourgs en terres irriguées, même par l'irrigation localisée? Bien sûr que non, parce que l'eau dont dispose le Maroc, ou le peu d'eau dont dispose le Maroc aujourd'hui, ne permet pas de couvrir toutes les terres agricoles du territoire national par de l'irrigation localisée. Donc on ne peut que développer justement de ces territoires. Je me tourne vers vous, Monsieur Sinan. On va revenir à ces ressources en eau non conventionnelles dont vous parliez tout à l'heure. Quelle est la situation actuelle? Quel état des lieux? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le premier volet, disons, des ressources non conventionnelles, c'est le dessalement. Et il faut dire que le Maroc, c'est un pays qui est chanceux. C'est un pays qui a 3500 km de côte. Très peu de pays ont ça. Donc, il est très très bien classé au niveau mondial. Et donc, le Maroc a su, disons, valoriser cette ressource. C'est vrai que nous aurions pu continuer, commencer avant. Peut-être on a tardé un petit peu. Donc, mais par contre, maintenant, la cadence a augmenté beaucoup. Donc, on va bon train. Exactement. Donc, le rythme de mise en place de stations de dessalement augmente énormément, de telle façon que, donc, à l'horizon 2030, le Maroc prévoit de produire 1,7 milliard de mètres cubes de dessalement, ce qui est donc très important. Est-ce que ça permettra de répondre à nos besoins? C'est pratiquement 70% de nos besoins donc, à cet horizon en eau potable. En eau potable. Mais bien sûr, donc, il y a toujours donc, un peu de pluie donc, dans les barrages pour produire l'eau potable, etc. Quelle est la situation sur les barrages actuellement? Donc, la situation dans les barrages est évidemment donc, difficile. Donc, on tourne en ce moment, c'est-à-dire depuis l'année dernière, cette année, donc, vers 4-5 milliards de mètres cubes. Disons, d'eau dans les barrages pour une capacité totale d'environ 20 milliards. Donc, vous voyez, donc, c'est 20%, 25%. Donc, c'est pas beaucoup. Et on espère qu'il y aurait de la pluie, donc, Inch'Allah, pour qu'il y ait plus de ressources. Donc, on parlait donc, des barrages. Il y a aussi donc, la réutilisation des eaux épurées. C'est un réservoir d'eau très, très important. Avant, on considérait ça comme des déchets. Ce n'est pas des déchets, c'est des ressources. Donc, j'ose même pas dire que certains pays vont, au niveau de réutilisation, jusqu'à boire cette eau qui devient potable. Donc, nous, on est encore loin de ça. Donc, ce qu'on réutilise maintenant est très peu, notamment pour l'arrosage des espaces verts, comme Rabat, très belle ville. Casablanca, d'autres villes un peu. Mais ça se développe et on est sur la bonne trajectoire. Mais par contre, ça mérite que la cadence augmente par rapport à ça, la réutilisation des eaux usées, la collecte des eaux pluviales. La collecte des eaux pluviales, c'est l'eau qu'on récolte sous nos toits et qui va vers les réseaux d'assainissement, ce qui est très dommage pour un pays qui manque d'eau. Les pays du nord de l'Europe qui ont plus d'eau, donc ils développent, ça fait longtemps qu'ils ont développé la collecte des eaux pluviales. Il y a aussi donc le transfert, oui. Donc le transfert, le Maroc
commence à avoir une grande expérience sur la matière. C'est-à-dire, donc, on fait un transfert d'eau d'un bassin excédentaire hydraulique, bassin hydraulique vers un bassin déficitaire. Le transfert ne se fait pas comme ça facilement. Ce n'est pas une conduite. C'est plusieurs années d'études, Justement, puisque vous en parlez, les projets d'interconnexion des bassins et les transferts massifs, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui garantir la sécurité hydrique à long terme ou ne sont-ils qu'un palliatif finalement face à un déficit qui reste structurel? Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc le Maroc travaille toute une panoplie de solutions. Donc le Maroc ne travaille pas uniquement, par exemple, sur le dessalement, uniquement sur la réutilisation, uniquement sur le pompage, etc. Les autoroutes de l'eau aussi. Les autoroutes de l'eau, c'est ces transferts, c'est ces fameux transferts. Donc avec tout ça, le constat aujourd'hui, c'est que pendant toute cette période de recherche, le Marocain n'a jamais trouvé son robinet vide comme ce qu'il y a dans certains pays. Donc on est confiant. Personnellement, je suis du domaine, donc je sais ce que je dis, donc je suis confiant que donc le Maroc, Inch'Allah, au moins pour l'eau potable, ne manquera jamais d'eau. Parce qu'en fait, les quantités d'eau potable, c'est rien par rapport au volume moyen. Au jour d'aujourd'hui, les chiffres officiels, c'est qu'on reçoit 22 milliards. C'est le chiffre officiel, mais qui vont changer. Donc, ils sont en train de réviser donc, les bilans, alors que l'eau potable, c'est 2 milliards. Donc, vous voyez, 2 par 2, c'est rien du tout. Et bien sûr, donc, les ressources en eau naturelles ont baissé, mais on n'est pas à 2 milliards comme l'eau potable. Donc, je n'ai pas personnellement... je suis confiant pour l'avenir. Vous êtes confiant, on reste optimiste. Mais parce qu'on travaille. Projets en cours, mais parce qu'on travaille. On n'est pas, je ne suis pas optimiste parce que, comme ça, non, parce que je vois les projets qui ont été réalisés, les projets qui sont sur le terrain, en cours d'être finalisés, et les projets qui sont planifiés. Comme vous savez donc, certainement, donc, la politique, en fait, comment on fait la politique de l'eau dans un pays, en tout cas au Maroc, on évalue constamment les besoins du pays dans tous les domaines. L'eau potable, l'industrie, l'agriculture, etc., etc. Aujourd'hui, et aux différents termes, court terme, moyen. Et systématiquement, on essaie de trouver une solution à tous ces besoins, court terme, moyen terme. C'est comme ça qu'on réalise les barrages, on trouve des solutions. Justement, des solutions existantes. Madame Chiafil, face à cette demande croissante aujourd'hui, quelles sont les limites techniques de ces solutions dont parle aujourd'hui M. Sinan? C'est des solutions majeures, plusieurs projets, les autoroutes de l'eau, le dessalement, les barrages supplémentaires. Donc effectivement, il y a un réel travail qui est fait aujourd'hui, une réelle dynamique qui est enclenchée. On va à bon train, on essaie de répondre à nos besoins. Mais est-ce que ces solutions ont des limites aujourd'hui? Alors oui, comme l'a signalé d'abord Sinan, le Maroc n'a plus le choix aujourd'hui. On ne fait pas tout ça par plaisir de toutes les façons parce que sinon le Marocain n'aura plus à boire. Donc ça c'est très important à souligner. Peut-être l'un des inconvénients, si je peux dire, mais je souligne quand même au passage que ce n'est nullement une critique par rapport à toutes ces actions-là qui sont louables et par rapport à la politique de l'eau qui est quand même donnée comme exemple au niveau international, la politique de l'eau au niveau du Maroc. Mais il faut savoir qu'il y a des limites et ça permet peut-être de sensibiliser le citoyen par rapport à l'usage de l'eau et à sensibiliser tous les usagers de l'eau, justement. Alors, d'une part, il faut savoir que ce sont des techniques et des technologies qui coûtent quand même relativement cher. Ce n'est pas donné. Et ça nécessite beaucoup d'investissements de la part de l'État, justement, pour pouvoir mener de tels projets. C'est des projets colossaux qui se chiffrent en milliards de dollars. Et donc, il faut le savoir. C'est d'abord des projets qui coûtent très cher et nous devons utiliser la ressource en eau avec parcimonie, justement, pour respecter cela. En tant que citoyen, si par quelques gestes, on pouvait peut-être aussi, à notre hauteur, contribuer à la préservation de cette ressource rare, à qui veut bien l'entendre, pour nos téléspectateurs, ce serait une aide généreuse. Mais en plus du prix également, et ça ce n'est nullement une critique, mais il faut le savoir aussi, c'est que comme vous le dites si bien, ce n'est pas des solutions
à long terme, si vous voulez, elles doivent être combinées avec d'autres solutions, etc. Par exemple, il ne faut pas oublier que même les autoroutes de l'eau, donc on doit traverser beaucoup de territoires, etc. Et ça, ce n'est pas sans conséquences, par exemple, sur certains écosystèmes fragiles, etc. Par rapport au dessalement de l'eau de mer, pardonnez-moi, il faut savoir que nous dessalons l'eau de mer, oui, nous récupérons de l'eau pratiquement potable, mais nous rejetons quand même de l'eau extrêmement salée dans le milieu marin. Donc il faut le faire en faisant attention justement aux impacts sur le milieu marin. Il y a des techniques, il faut la diluer, etc. pour que justement le fait de résoudre un problème de l'eau ne se répercute pas, par exemple, sur les espèces marines, etc., sur les pêcheries, etc., etc. Et justement, dans ce contexte, comment arbitrer entre la nécessité d'utiliser l'eau pour produire de l'énergie et aussi donc, la grande quantité d'énergie nécessaire à ces solutions dont vous parliez à l'instant, cet équilibre en fait, qu'il faut maintenir entre investissement, retombées et stratégie à long terme. De toute façon, concernant l'énergie et l'eau, aujourd'hui, on parle de symbiose, une certaine symbiose entre l'énergie et l'eau, parce qu'on sait, par exemple, qu'on utilise l'eau pour produire de l'énergie. L'énergie hydraulique, par exemple, quand on met en place des barrages hydroélectriques, etc., on utilise l'eau ou la chute de l'eau pour produire de l'électricité. On peut utiliser également la houle et la force des vagues, par exemple, pour produire de l'électricité, etc. Et inversement, déjà pour utiliser l'eau, on doit utiliser de l'énergie pour mobiliser cette eau, pour le dessalement, pour le traitement de l'eau, etc. etc. Exactement. Maintenant, il faut trouver un équilibre justement et aller vers des technologies, par exemple, d'utilisation de l'eau non conventionnelle, dont a parlé Cécile, mais qui soit quand même économe en énergie. Mais on peut également, comme ce que fait le Maroc, utiliser des énergies renouvelables, par exemple, pour le dessalement de l'eau de mer, etc. Là, on arrivera à un certain équilibre entre énergie et eau, sachant que quand même aujourd'hui, le Maroc reste dépendant des importations en énergie fossile de l'étranger. On est importateur à pratiquement 97-98% de nos besoins encore en énergie fossile. Donc l'énergie également doit être utilisée avec parcimonie, etc. et trouver un équilibre. Et on est en train d'essayer de s'affranchir de cette dépendance justement avec les nombreux projets aujourd'hui en cours. Monsieur Sinan, pour rester dans l'eau justement, comment garantir une répartition équitable de cette ressource aujourd'hui rare et des efforts d'adaptation, notamment entre les grands consommateurs et des industries, les industries, le tourisme, enfin, il y a un certain nombre de secteurs quand même qui sont assez demandeurs, et petits agriculteurs et agriculture, agro-industrie, un autre équilibre qu'il faut aujourd'hui arriver à maintenir et avec lequel on doit jongler. Oui. D'abord, depuis que le Maroc a établi donc, la politique de l'eau, on a toujours entendu parler de la solidarité amont-aval. Amont, c'est la montagne qui est solidaire avec l'aval. Donc l'eau de l'amont est stockée dans les barrages et elle est donnée à la population, aux activités qui sont en aval. On parle de solidarité amont-aval. Maintenant, le Maroc a changé le paradigme. Il est en train de changer en disant solidarité aval-amont. Comment? Pour répondre à votre question par rapport au territoire. Donc, en produisant massivement donc, de l'eau douce à partir de la mer, par dessalement. Du coup, comme vous le savez, donc, les grandes villes sont des villes côtières, depuis Tanger jusqu'à Agadir, etc. Donc, c'est des villes grosses consommatrices d'eau. Donc, si on leur donne une autre eau, qui est donc l'eau dessalée, on va garder l'eau qui est dans les barrages à cette population. Et donc, on devient solidarité, ce qu'on appelle aval, vers l'amont. Donc, ça, c'est une stratégie sur laquelle donc, le Maroc travaille. Une stratégie innovante. Exactement. Maintenant, disons,
Le ministère de l'équipement et de l'eau parle dans ses interventions, dans ses ateliers, etc., de donc, changement de paradigme, à savoir maintenant il y a donc la solidarité donc, aval-amont. Comme a dit Madame Chafil tout à l'heure, donc vous avez parlé de l'énergie et l'eau, ils sont ensemble, ils vont ensemble, etc. Avant, ce qu'on reprochait un peu à travers l'histoire, c'est qu'on disait que les secteurs travaillaient en silo, chacun il réfléchit tout seul. Maintenant, de plus en plus, le monde et le Maroc est conscient de ça, il a commencé aussi à travailler sur ça, sur ce qu'on appelle le nexus. C'est quoi le nexus? C'est tous les secteurs concernés, ils travaillent ensemble pour faire un projet. Par exemple, je m'explique, donc avant, pour schématiser, pour que les gens qui nous regardent comprennent, avant, on a besoin de l'eau, on fait un barrage. Bon, on utilise le barrage quand il y a un besoin, quand il n'y a pas de besoin, l'eau s'évapore, donc on perd. Maintenant, donc, il y a moins de ça parce qu'il y a une activité qui est développée donc, en aval pour qu'on ne perd pas l'eau, donc on donne l'eau à boire, mais aussi à l'agriculture, mais aussi à des zones industrielles, etc. Et donc tout le monde est gagnant. Donc aussi l'industrie produit de l'énergie, aussi pour refouler l'eau vers des altitudes et ainsi de suite. Et l'énergie renouvelable aussi donc, intervient dans le dessalement. Donc c'est vraiment un changement de paradigme dans le secteur de l'eau. Donc on commence, donc, franchement, donc, comme Madame Chafil, on est dans le secteur de l'eau depuis une quarantaine d'années et vraiment donc, on est très très heureux de voir ce que fait en ce moment le Maroc. Alors par rapport donc, à votre question donc, plus précisément, donc, maintenant, les secteurs travaillent plus ensemble. Ce n'est pas chacun tire la couverture donc, vers lui parce qu'il est responsable de ce secteur. C'est l'écosystème dans son ensemble qui est pris en compte. Exactement. Le terme utilisé dans le monde, c'est le nexus. Aussi, donc, la lutte contre l'évaporation de l'eau dans les barrages. C'est un volume énorme. Plusieurs millions par an. Maintenant, on commence à essayer de réduire cette évaporation en recouvrant les retenues des barrages. Vous voyez, donc on avance, bien sûr, comme a dit Mme Chafil, tout ça, ça coûte de l'argent, il y a des priorités aussi dans ce secteur, etc. Mais on est sur la bonne voie. Et justement, quelles sont les contraintes aujourd'hui? Les contraintes de... Les contraintes par rapport à la réalisation de ces projets? Oui, seule contrainte, financière, disons, c'est financière. Alors, bien sûr, parce que ça coûte très très cher. Donc un barrage, c'est plusieurs milliards. Il y a d'autres secteurs aussi, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, etc. Mais le Maroc, c'est, disons, il est très dynamique. Et puis, comme vous savez, donc, la politique de l'eau, ça a toujours été donc, une priorité nationale. Donc, c'est un secteur qui bénéficie, disons, de soutien donc, financier et de soutien politique très important. On va s'intéresser désormais à la COP30. Madame Chafil, quels enjeux aujourd'hui, quelles attentes? COP qui se tient en ce mois de novembre, justement. Peut-être je peux rappeler quelles sont les priorités de la présidence brésilienne par rapport à cette COP30, parce que vous savez que chaque fois qu'il y a une COP dans un pays, il y a quand même des prémices, il y a des annonces du pays qui présidera la COP, etc., par rapport à ses priorités. Alors, qu'est-ce que le Brésil a fixé comme priorité pour cette COP30? En résumé, le Brésil a fixé 3 priorités principales sur lesquelles il veut travailler avec les pays pour cette COP30. Premièrement, il veut renforcer le multilatéralisme. Renforcer le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'il veut revenir au principe de l'accord de Paris, voir ce qui a été fait, etc. Rappelons que cette COP va marquer quand même l'anniversaire de 10 ans de l'accord de Paris. Donc c'est quand même important et ce sera une occasion pour justement faire le point de ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Donc, premièrement, renforcer le multilatéralisme, revenir aux priorités de l'accord de Paris, etc. Un échec aujourd'hui. On a dépassé les 1,5 degrés Celsius. Exactement. On peut revenir sur l'insuffisance. On peut revenir effectivement sur l'insuffisance des contributions déterminées au niveau national et des plans présentés par les pays, justement, en vertu de l'accord de Paris, qui reste, comme vous le dites, très en deçà
de ce qui est demandé, voilà, au moins de ce qui est demandé pour lutter contre le changement climatique. Donc on a dit pour la COP30, première priorité, c'est renforcer le multilatéralisme. Deuxième priorité pour la COP30, c'est renforcer la mise en œuvre, justement, renforcer d'abord les engagements dans le cadre des CDN, donc des contributions déterminées au niveau national, mais renforcer également, les accompagner par, bien sûr, des plans de décarbonation, des économies qui soient robustes, etc., etc. Donc, les accompagner par d'autres mesures. Et troisième priorité pour la présidence brésilienne, et ça, c'est vraiment une nouveauté, c'est que la présidence brésilienne va appeler tous les pays du monde à mettre le citoyen au cœur de l'action climatique. Et ça, c'est vraiment, dans l'histoire, c'est l'une des rares fois où on parle des citoyens. Et de leur responsabilité qui reste de leur responsabilité, aussi. Mais aussi de la nécessité quand même de tenir compte de leurs besoins. Surtout, si on revient au cas du Maroc, par exemple, les Marocains souffrent du changement climatique, chacun à son niveau. Bon, celui qui habite dans le monde rural n'est pas, bien sûr, touché de la même manière que celui qui habite en milieu urbain, etc., etc. Mais ça, c'est les trois priorités. Maintenant, le financement, bien sûr, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Depuis que nous avons commencé à parler climat, donc depuis 1992, et avec les COP conséquentes, on n'a pas arrêté de parler de la nécessité d'octroyer des financements. On y revient dans un instant, mais on reste dans les engagements. Donc renforcer d'abord le multilatéralisme, la mise en œuvre des projets. Renforcer la mise en œuvre. Mettre en place tout un écosystème, des projets, des plans qui vont accompagner bien évidemment cette dynamique, le citoyen au cœur de l'action climat. Également un bilan qu'il faut faire tout de même des engagements. Bien sûr, un bilan des engagements. J'étais en train d'en parler. Aujourd'hui, c'est un échec parce qu'on s'est aperçu que justement, comme j'ai dit, les contributions déterminées au niveau national, pour expliquer plus simplement aux téléspectateurs, c'est les rapports que présente chaque pays tous les 5 ans pour dire voilà, moi, pays, qu'est-ce que j'ai prévu, etc., de faire pour lutter contre le changement climatique. Toutes ces contributions-là réunies ne vont pas aller dans le bon sens de réduire les émissions des gaz à effet de serre de manière à réduire les risques pour la planète. Justement, dans ce contexte, quelles actions correctives aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore rectifier le tir? Est-ce qu'on peut rectifier le tir? Oui, on peut rectifier le tir, mais ce qu'il faut expliquer également, c'est que nous, par exemple, le Maroc, en tant que pays en développement, nous émettons epsilon en gaz à effet de serre. Donc, nous ne sommes pas responsables. De même que tous les pays africains, la plupart des pays en développement, etc. Mais en fait, la balle, ce qu'il faut savoir, c'est que la balle, pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, elle est entre les mains des pays les plus puissants, ceux qui font le G20. Et donc, c'est eux qui ont la responsabilité historique des émissions des gaz à effet de serre, et c'est à eux aujourd'hui de faire des efforts supplémentaires. Parce qu'un pays comme le Maroc, vous avez vu, nous dépensons des milliards pour développer les énergies renouvelables, pour mettre en place des centrales solaires, pour développer l'éolien, etc., etc. Mais les pays du Nord n'arrivent pas en fait à infléchir leur courbe d'augmentation des émissions des gaz à effet de serre parce que culturellement, leurs citoyens sont habitués à un certain confort thermique, disons-le, que ce soit en hiver ou en été, etc., etc., mais aussi leur industrie qui utilise beaucoup d'énergie fossile encore. Qui nous mène vers cette transition qui doit être juste et équitable. Et là, c'est un point important que vous vouliez aborder d'ailleurs aujourd'hui. Bien sûr. On n'en parle pas suffisamment de cette justice climatique. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la COP30, justement, la question de la transition juste sera posée sur la table également. Parce que durant les dernières COP, on s'est rarement intéressé à cette question de transition juste. Alors, à la COP30, il sera question... Alors, c'est quoi quand on parle de transition juste? Tout d'abord, transition ne veut pas dire seulement transition énergétique. Parce que très souvent,
quand on utilise le mot transition, on dit transition énergétique. Ce n'est pas que la transition énergétique, du moins pour un pays comme le Maroc. Un pays comme le Maroc qui est extrêmement vulnérable vis-à-vis des effets adverses des changements climatiques, pour lui, il vaut mieux parler de transition climatique. Alors la transition climatique suppose quoi? C'est que d'une part, nous allons essayer de réduire les émissions des gaz à effet de serre. En tant que pays en développement, nous faisons ce que nous pouvons, mais de l'autre côté, nous allons également opérer une transition pour nous adapter et devenir plus résilients face au changement climatique. Et là, on revient à ce besoin de financement. Ce besoin de financement, mais si je peux dire un mot sur la transition juste, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il faut savoir qu'avec les politiques climat, par exemple, tout ce qui est usage des voitures électriques, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies pour limiter les émissions des gaz à effet de serre, etc. Il y a des millions d'emplois. Donc, le Bureau international du travail a estimé qu'il y aura des millions d'emplois qui vont disparaître de par le monde. Il y a des métiers qui vont disparaître et il y a d'autres métiers qui vont être créés justement pour que les gens puissent travailler dans des usines, dans des firmes qui utilisent ces nouvelles technologies, etc. Alors la transition juste veut dire quoi? Veut dire que justement, quand une technologie devient obsolète pour le climat, par rapport au climat, et que je dois la remplacer par une autre technologie, les travailleurs qui sont dans ces firmes qui utilisaient l'ancienne technologie, je dois quand même les accompagner, soit par des reconversions, soit par des formations continues, soit par des assurances chômage, etc. Pour justement que leurs compétences soient reconnues et qu'ils puissent travailler, qu'ils ne perdent pas leur emploi. Donc la transition juste veut dire lutter contre le changement climatique ne doit pas être accompagné par des actions négatives sur les travailleurs, y compris les travailleurs dans le secteur informel, etc., et que nous devons les accompagner pour qu'ils profitent aussi de cette transition climatique. Un dernier mot sur le financement, et justement le financement vert, avant que je revienne vers vous, M. Sinan, pour parler d'autres choses. Donc un besoin colossal aujourd'hui en financement. Il y a déjà quelques années, on parlait d'un budget de 18 000 milliards de dollars si on devait répondre aux besoins actuels du monde. J'imagine que depuis, la somme a dû certainement augmenter. D'où tirer tous ces financements aujourd'hui? Alors justement, peut-être rappeler juste quelques chiffres. Donc les derniers chiffres parlent d'un besoin de 300 000 milliards. Ça a bien augmenté voilà, quelques donc, années. Voilà, donc de 300 000 milliards de dollars pour pouvoir s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Ben maintenant, d'où les tirer? C'est l'éternelle question dans les négociations climat. Parce que disent les pays du Nord? Les pays du Nord vous disent, oui, nous, on va donner ce qu'on peut, etc. Mais il faut attirer les investissements privés. Le privé, lui, il est frileux. Il va investir, c'est normal, là où il y a des gains. Je parle du privé au niveau international. Donc, il va investir là où il y a des gains. Là où il y a des gains, c'est dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'il pourra vendre les crédits carbone qu'il va gagner. Donc, le parent pauvre de cette finance climat, c'est l'adaptation. Donc, personne ne veut investir, par exemple, dans l'adaptation du secteur de l'eau ou dans l'adaptation du secteur de l'agriculture, par exemple, face au changement climatique. En tout cas, ce sont des investissements nécessaires. Plus on s'y prend tôt, plus les retombées économiques positives se manifesteront. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour le pays lui-même. Mais moi, je parle des financements étrangers. Donc, quand on demande des financements étrangers, par exemple, pour financer l'adaptation, très peu répondent à l'appel, en fait, parce que, comme j'ai dit, ce qui les intéresse, c'est plus d'investir dans des questions d'atténuation pour gagner des crédits carbone, les vendre sur le marché international. Donc, cette question de la finance climat, elle est certes cruciale, mais va-t-on arriver à un résultat à la COP30? Ça m'étonnerait. Donc on parle plutôt de la COP32, de lancer des jalons pour peut-être arriver à quelque chose à la COP32, mais on verra. Avant de conclure ce chapitre sur la COP, je retourne vers vous, Monsieur Sinan. Quel message clé
Dans ce contexte, et avec cette COP30, le Maroc pourrait-il, en tant que pays historiquement confronté au stress hydrique, et puis en tant que pays qui a un certain nombre d'avancées, un certain nombre de projets qui ont porté leurs fruits et d'autres en cours, donc une stratégie, comme on disait tout à l'heure, qui reste visionnaire à long terme. Quelle vision le Maroc peut-il apporter lors de cette COP30 pour qu'on fasse de l'eau aujourd'hui effectivement une priorité, mais au niveau global? En fait, donc il faut que les pays, disons, comme le Maroc, les pays de l'Afrique, parlent ensemble pour, disons, œuvrer pour donc, une sécurité donc, hydrique et alimentaire. Donc il faut, parce que donc ce qu'on est en train de dire, le changement climatique, c'est dû à quoi? C'est dû aux activités industrielles des pays développés. Donc les pays en voie de développement, ils paient les frais de ces problèmes. Donc il est tout à fait normal que la communauté internationale, et notamment donc, les pays industrialisés, aident ces pays donc, à voir. Donc, ils payent les frais et ils sont ralentis dans leur processus de développement également en raison des engagements qu'ils entreprennent économiquement, ce qui creuse toujours cet écart avec les pays du Nord. Exactement. Encore, les pays en voie de développement, ils n'ont pas beaucoup d'engagements. Ils sont, disons, encouragés à faire des efforts, mais ils n'ont pas d'engagement à faire, d'obligations comme pour les pays donc, développés. Mais par contre, donc, tout seuls, ils n'arriveront pas. Les pays africains, on voit les problèmes qu'ils ont. Donc, il est tout à fait normal que les pays industrialisés donc, les aident. Donc, c'est disons, le message, parce que le Maroc tout seul, donc peut-être ça sera moins évident qu'au sein donc, d'une même entité qui est l'Afrique, qui parle donc, avec la même voix, à savoir donc, nous avons besoin donc, de votre aide, que ce soit donc, financier, que ce soit technologique, que ce soit donc, dans différents domaines. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de compétences. Madame Chafil en parlait tout à l'heure, d'adaptation aussi de certaines compétences, de certains métiers. Et là, on en vient justement aux besoins et à la nécessité de la recherche et du développement dans ce sens, et aussi celui de la formation. Alors, vous qui êtes professeur et qui êtes confronté à cela au quotidien, quelle est votre vision aujourd'hui? Qu'en est-il, selon vous, de la situation actuelle quand on parle justement des avancées en termes de recherche scientifique, mais aussi de la formation? Et là, on revient au Maroc. Exactement. En fait, dans tout domaine, et quel que soit le pays, si on n'a pas les compétences qu'il faut, ça sera plus difficile pour ce pays donc, d'atteindre ses objectifs. Donc, la formation, c'est une nécessité. C'est pas un choix, c'est pas un luxe. C'est des volets qui doivent être, disons, donc, qui doivent avancer parallèlement, voire avant la mise en place de projets. Et donc ça par disons, la mise en place d'écoles spécialisées, les écoles d'ingénieurs. Donc au Maroc, les écoles qui forment des spécialistes de l'eau, il y a très peu. Il y a 2 ou 3. Moi, je fais partie d'une. J'ai cette chance, qui est donc l'école Hassaniya des travaux publics qui relève du ministère de l'équipement et de l'eau. Donc on forme des ingénieurs hydrauliciens et de ressources en eau depuis au moins 30 ans. Et on a donc les différentes spécialités au sein de cette filière. Il y a les ressources en eau non conventionnelles, le dessalement, on a la gestion intégrée, on a même aussi donc le maritime, donc différents domaines. Et donc je parle de l'école Hassaniya parce que je la connais plus, certainement les autres écoles ils sont pareils, et donc le milieu professionnel, il est vraiment très très content de nos lauréats, donc ils sont très On a une nouvelle génération, la relève en tout cas est là pour la suite de ces projets. Mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant, c'est ce que je voulais dire, donc j'ai commencé par ça pour dire que, disons, donc les exemples qui ont réussi, moi je pense qu'il faut les multiplier. Donc, pourquoi pas une école Hassaniya ou l'école Mohammedia, Oujda, Rachidia, au sud, etc. Bon, le besoin, malgré donc les lauréats et ce qui est fait, le besoin est encore là et il est grandissant. Mais bien sûr, surtout quand on tend vers la régionalisation. Donc, pourquoi pas donc, chaque région donc, ait donc, sa propre école d'ingénieurs
qui forment les spécialistes en hydraulique et en ressources en eau, etc., en environnement. Parce que pourquoi je dis ça? C'est-à-dire si on n'a pas une souveraineté, si on peut appeler comme ça, technologique, donc on risque de rester encore donc, dépendant, ou même partiellement, donc, de ce qui se développe donc, à l'étranger. Et c'est dommage parce qu'on a l'intelligence ici. Donc, vous savez, donc, le Marocain, quelqu'un de très intelligent. Donc, nos écoles, nos universités, ils forment des gens très compétents. Donc, c'est une opportunité. C'est le message que je voulais lancer. C'est que le changement climatique doit être considéré comme une opportunité et non pas une contrainte. Une opportunité de développement. Vous parlez aussi de souveraineté technologique, d'où la nécessité d'investir. On en revient à ce besoin de financement en recherche et développement aujourd'hui. Exactement. Pour apporter des solutions innovantes. Exactement. Donc, au niveau international, donc le pourcentage de PIB qui est réservé, disons, pour la recherche, il est au moins 1%, 2%, 3%, ça dépend. Et les pays qui ont investi dans ça, qui étaient il y a quelques années, disons, ayant un niveau de développement moyen, maintenant ils sont devenus des pays développés, comme la Corée, comme le Japon, comme l'Inde, etc., etc. Donc, nous, on a tout ce qu'il faut. Donc, nous, on est à moins de 1%. On est à moins de 1%. Ce n'est pas 0,8%, je ne connais pas le chiffre exact. Ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc, en augmentant un petit peu donc, le budget, donc on va y arriver. Donc on va faire des recherches, on a des doctorants, on a des jeunes, on a des laboratoires, on a tout ce qu'il faut. Donc ils ont besoin juste d'un petit soutien. Par exemple, je dis un exemple, par exemple les doctorants. Les doctorants, peut-être 1% qui a une bourse. Et les autres, comment ils ne peuvent pas travailler tranquillement dans les autres pays. Et ce que fait, je pense, le M6P, donc il signe un contrat avec le doctorant, il est comme rémunéré en tant que chercheur, c'est ça. Voilà, et donc il a l'obligation de venir de 8 heures jusqu'à 18 heures. Et une obligation de résultat également. Alors que quand on a un doctorant qui n'a aucune ressource, on ne peut pas lui dire venez, donc il va chercher donc, pour avoir donc, quelques moyens. Donc ce que je voulais dire par là, ce n'est pas excessif. Donc l'encouragement, le développement de la recherche n'est pas excessif, surtout par rapport donc, aux bénéfices qu'on va en tirer par la suite, à savoir on sera plus à même d'atteindre une souveraineté donc, hydrique, technologique, alimentaire, etc., etc. Et puis on peut répondre à nos propres besoins par nos propres moyens, des solutions qui soient adaptées à nos besoins et aux besoins de notre continent. Madame Chafil, un petit mot sur la formation, justement, qu'en est-il au Maroc? Quelle est votre vision? Peut-être un mot aussi sur cette conversion des compétences dont vous parliez tout à l'heure. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sinan par rapport aux besoins de la recherche scientifique, etc. Et comme vous l'avez si bien dit, il faut, moi je le dis toujours, il faut rechercher des solutions marocaines à des problématiques climatiques marocaines. Donc il faut que ce soit pour les technologies, pour l'atténuation, l'usage de l'énergie, le développement d'énergies nouvelles et renouvelables, etc., que ce soit pour l'adaptation. Et moi, j'insiste sur la nécessité de développer davantage la recherche dans le domaine de l'agriculture, parce qu'il y va de notre sécurité alimentaire. Et c'est très important. Notre agriculture souffre aujourd'hui, et depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, du manque d'eau. Donc il faut rechercher, par exemple, des variétés à cultiver dans les régions selon les pluies que reçoivent cette région, selon l'élévation de température, etc. Ce qu'on cultive à Rachidia, on ne peut pas le cultiver à Tanger, etc. Mais aujourd'hui, il y a un glissement des saisons, il y a un manque d'eau, etc. Et donc, pour moi, le secteur agricole doit être prioritaire dans ce développement de la recherche dans le domaine des changements climatiques. Bien sûr, je rejoins Sissina, le domaine de l'eau, c'est très important. Donc, il faut innover pour l'économie d'eau, pas seulement pour réutiliser l'eau, etc., mais pour l'économie d'eau. Comment est-ce que nous pouvons innover également dans l'économie d'eau, etc. Et je rajoute un point, c'est celui de la formation professionnelle. Parce que c'est souvent oublié, l'importance de la formation professionnelle et de la formation continue
par rapport à cette question des changements climatiques. Or, nous n'avons pas besoin seulement de docteurs ou d'ingénieurs, mais nous avons également besoin de techniciens. Donc, toutes ces stations de dessalement de l'eau de mer qui sont en train d'être développées, toutes ces autoroutes de l'eau, les énergies renouvelables, l'éolien, l'énergie marine, etc., tout ça a besoin de technicité et a besoin de techniciens. Et je suis certaine, là, on rentre dans les emplois verts, et je suis certaine que le développement justement de ces technologies amies du climat, que ce soit pour l'adaptation, que ce soit pour l'atténuation, est capable de créer des dizaines de milliers d'emplois au Maroc, notamment pour les jeunes et notamment pour les jeunes diplômés. Parce que nous savons qu'au Maroc, c'est plus les jeunes diplômés justement scientifiques qui, curieusement, ont des difficultés à trouver des emplois. Eh bien, si nous développons des emplois verts, si nous développons justement des technologies amies du climat, on peut justement absorber une bonne partie, sinon la totalité de ces jeunes. Donc moi, j'insiste aussi sur la formation continue et sur la formation professionnelle parce que c'est très, très important pour justement mener des politiques efficaces en termes de lutte contre les changements climatiques. Et cela, comme disait M. Sinan, pour une souveraineté alimentaire, hydrique, mais aussi technologique. Merci à vous, Raja Chafi. Je rappelle que vous êtes experte internationale en changement climatique, également ex-directrice du centre 4C Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette discussion. C'était un plaisir, merci beaucoup. Avec nous, donc également, merci à vous, Monsieur Mohamed Sinan. Vous êtes expert en ressources en eau et en changement climatique, professeur à l'école Hassania des travaux publics. C'était un plaisir de vous avoir pour cet échange. Et réciproque. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Très bonne soirée.